ខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាថ្មីចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសនានាជាមិត្តសូមបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងរៀបចំរមណីយដ្ឋានប្រាសាទបុរាណខ្មែរឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការរួមដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌រួមរបស់មនុស្សជាតិ 5h45. Des centaines de touristes affluent déjà sur la chaussée d'Angkor Wat. Libérés de la nuit, les 5 tours du temple édifié au début du XIIe siècle par le roi Khmer Suryavarman II s'offrent à nouveau au monde. Comme, à quelques centaines de mètres de là, les fascinantes tours à visage du Bayon, ou les arbres serpents enlaçant le Taprom, situés dans l'enceinte d'Angkor Thom, la cité royale du grand Jayavarman VII. Nous sommes au cœur du parc d'Angkor. Inscrit par l'UNESCO depuis 1992 sur la liste du patrimoine mondial, le parc s'étend sur 400 km² dans la province de Siem Reap, dans le nord-est du Cambodge. Là, des centaines de temples et de sites archéologiques expriment avec force et finesse le génie bâtisseur du peuple khmer et de ses rois, alors que l'empire angkorien dominait la région entre le 9e et le 14e siècle. Thu Rin a 60 ans. Il habite là, depuis toujours, à un jet de pierre du Taprom. Autrefois paysan, il fabrique maintenant des troncs, un instrument de musique traditionnelle qu'il vend aux visiteurs. Comme Rin, plus de 100 000 personnes vivent dans les périmètres classés. Elles ont été les témoins au quotidien de leur renaissance d'Angkor, orchestrée depuis 20 ans par le gouvernement cambodgien et la communauté internationale. Laissés à l'abandon pendant 20 ans jusqu'à l'aube des années 90 à cause de la guerre, pillés, minés, les temples ainsi que leur environnement ont d'abord fait l'objet d'une procédure d'urgence de classement sur la liste du patrimoine mondial en péril. Le site d'Angkor a été inscrit dans des circonstances un petit peu particulières en 1992. Mais ces circonstances particulières étaient motivées par le fait que l'accord de paix avait été signé en 1991 et qu'il y avait quand même une urgence à inscrire le site. Et c'était une demande du roi Sihanouk à l'époque qui a fait appel à la communauté internationale pour sauver Angkor. Donc l'UNESCO a répondu à cet appel, le dossier a été monté et lorsqu'il a été présenté en 1992, on savait bien qu'il n'y avait pas de loi sur la protection du patrimoine culturel. On savait bien que le plan de zonage n'était pas terminé. On savait bien qu'il n'y avait pas d'autorité de gestion. On savait bien qu'il n'y avait pas encore de mécanisme de coordination sur le site. Donc le site a été inscrit dans des circonstances un peu particulières que le comité du patrimoine mondial a tout à fait accepté à l'époque. Mais néanmoins, le comité du patrimoine mondial avait conditionné cette inscription à un délai de 3 ans qui faisait qu'en 1995, le gouvernement royal du Cambodge devait rendre des comptes
en disant où il en était en matière de législation. Et alors une législation avait de toute façon été préparée et adoptée, législation sur la protection du patrimoine culturel, sur une autorité de gestion qui a été mise en place, qui est l'autorité Apsara, que nous connaissons tous maintenant. Sur un plan de zonage, un décret de zonage a été adopté en 1994. Et enfin, la communauté internationale a relevé le défi d'une coordination entre toutes les équipes internationales qui avaient manifesté leur intérêt pour venir aider le Cambodge. C'est le Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement d'Angkor, le CIC, qui supervise les programmes de coopération menés dans le parc d'Angkor par des équipes venues d'une quinzaine de pays. Ce CIC, dont on célèbre en 2012 le 20e anniversaire, est coprésidé par la France et le Japon. Et son secrétariat permanent est assuré par l'UNESCO. Sa création a constitué une formidable innovation dans le domaine de la conservation du patrimoine mondial. Je pense qu'on peut citer deux éléments essentiels. Le premier, c'est quand même une coordination très forte entre un très grand nombre de partenaires. Il n'y a pas beaucoup de sites de cette importance dans le monde et il n'y a pas beaucoup de sites qui donnent lieu à des projets provenant d'un nombre de partenaires aussi variés. Et ce CIC, qui a été donc créé à la suite de la conférence de Tokyo, est coprésidé par le Japon et par la France, et les pays participants, les pays qui viennent faire une coopération à Angkor, s'engagent à ne pas mettre en œuvre une coopération si elle n'a pas été approuvée par le CIC et les autorités nationales. Parce que c'est le deuxième point, je crois, très important, c'est que bien entendu, cette coordination des partenaires internationaux se fait au service des autorités nationales. Toutes les décisions sont prises par les autorités cambodgiennes. Extraordinaire et parfois improbable assemblage en grès, brique ou latérite, dont chaque pierre, brute, taillée ou sculptée, semble avoir été posée par un architecte céleste, les temples souffrent souvent des mêmes pathologies. Des pathologies pouvant être causées par le ruissellement des eaux de pluie, les incessants mouvements d'une nature effervescente ou la dégradation des matériaux. Mais les siècles ne les ont pas altérés de la même manière. Les équipes de restauration ont dû, pour chacun, mettre en œuvre des techniques adaptées pour les sauvegarder en respectant leur histoire et leur évolution dans le temps. Aux opérations de conservation s'ajoute celle de restauration. Dans de nombreux temples, dont Angkor Wat, les décors sculptés d'une incroyable richesse, qui sont l'une des caractéristiques du patrimoine angkorien, sont menacés, quand en certains endroits, ils n'ont pas tout bonnement disparu. I think on the other wall there was some... Here close to collapse. Les experts ad hoc en conservation du CIC, qui se réunissent 2 fois par an, s'assurent de la cohérence des interventions des équipes. Il y a toujours eu un débat, hein, même entre nous experts ad hoc. Je veux dire, c'est pas une guerre de religion, mais c'est un vieux débat. C'est le débat entre le démontage et le remontage, enfin entre le démontage et la conservation en place. Mais ça, je veux dire, c'est un débat classique dans l'histoire de la restauration. C'est la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que la ruine fait partie de l'histoire de l'œuvre, hein? C'est-à-dire, est-ce que le fait que l'œuvre, le temps soit passé sur l'œuvre, est-ce que ça a un sens ou est-ce qu'au contraire c'est une nuisance? Et le but de la restauration, c'est de remettre comme c'était dans l'état d'origine, hein? Ou au contraire, est-ce qu'on dit l'histoire est passée et la ruine fait partie de l'histoire et elle peut aussi faire partie de l'esthétique du monument? C'est-à-dire, est-ce que le monument est plus émouvant
reconstitué dans son image d'origine ou plus émouvant quand il montre le passage du temps. Au fil des années, dans le parc d'Angkor, s'est construit un modèle de coopération pour la préservation du patrimoine mondial. でICC の仕組みは僕は非常に素晴らしくて大成功だというふうに思っています。国際協力というのは実はそれぞれの立場を主張しがちなんですが、主張し合うことによってこれだけの国が集まって切磋琢磨お互いに協力し励まし合いながらも協力が成り立ってまして、その意味で大変素晴らしいこの ICC っていうのはやはりユネスコの人たちもそういうふうに願っておられますが、私たちも日本の立場としても日本の専門家の立場としてもこのようなやり方が世界中のその文化遺産の保存のための国際協力に十分僕は役立てられるのではないかなと思っています。つまり文化的な過去の歴史遺産を国際協力で保存していくと、こういう協力の仕方が世界平和に確実に僕は大きな役割を果たしていくものだというふうに思っていますので。Toutes les équipes ont associé à leurs travaux des Cambodgiens pour que ceux-ci deviennent les maîtres d'œuvre de la conservation et de la restauration de leur patrimoine national. ខ្ញុំជឿជាក់ថាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានទទួលពីអន្តរជាតិខ្ញុំធ្វើការជាមួយគេរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងដល់ទីចំណេះដឹងនេះដល់ខ្មែរកូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយទៀតដែលមានចិត្តចង់រៀនចង់សូត្រពីខាងការងារអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទនេះ Dans le même temps, des chercheurs et des archéologues ont exploré le passé. Ainsi, parmi d'autres programmes de recherche, la fouille méthodique de chaque mètre carré de la cité royale d'Angkor Thom a permis d'en dresser une carte et d'en connaître l'évolution au fil des siècles. Sur le plan scientifique, les résultats sont très importants puisqu'ils montrent, on a découvert la manière dont l'espace, la structuration de l'espace s'était pratiquée sur ce site. Et Angkor Thom est bien un site qui a vu la naissance, le développement et l'abandon d'une ville. Cette ville a été à un moment donné densément habitée et ce n'est pas une ville neuve, elle a une histoire. Une histoire qui se déroule sur à peu près 7 siècles et aujourd'hui c'est cette histoire, aujourd'hui on a le plan de cette ville et c'est cette histoire qu'il convient maintenant de mettre au jour, les grandes évolutions de la cité. L'étude des voies royales qui traversaient l'Empire en passant par Angkor donne aussi une meilleure compréhension du fonctionnement de l'Empire Khmer. គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវបុរាណនេះគឺថាយើងមានច្រើនវិស័យផ្សេងៗគ្នាគឺយើងចង់ដឹងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចក្រភពខ្មែរយើងចង់ដឹងពីបណ្ដាញគមនាគមន៍នៃចក្រភពខ្មែរយើងចង់ដឹងពីហ្នឹងហើយស្អីខ្លះដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវយើងចង់ដឹងពីសហគមន៍បុរាណនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវយើងចង់ដឹងពីស្ពានបុរាណយើងចង់ដឹងពីឧស្សាហកម្មបុរាណនៅតាមផ្លូវយើងដឹងថាចក្រភពខ្មែរវាធំធេងប៉ុន្តែអង្គរដែលអាចខ្ពង់ខ្ពស់បានមិនមែនត្រឹមតែរឿងសិល្បៈមិនមែនត្រឹមតែរឿងស្ថាបត្យកម្មទេប៉ុន្តែរឿងអីគេរឿងឧស្សាហកម្មរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឿងបណ្ដាញផ្លូវណាគមនាគមន៍រឿងដឹកជញ្ជូនរឿងសេដ្ឋកិច្ចតាទាំងឡាអាហ្នឹងឯងគឺជាគឺគេប្រើផ្លូវជានិច្ចអាហ្នឹងឯងដែលថាឲ្យតម្លៃឲ្យអីទៅលើអង្គរ Aujourd'hui, grâce à cette extraordinaire mobilisation nationale et internationale, le patrimoine angkorien a retrouvé toute sa force d'attraction. Et le parc est maintenant l'une des premières destinations touristiques en Asie. Le cap des 2 millions de visiteurs a été franchi depuis longtemps. L'urgence passée, de nouveaux défis sont à relever. Ces visiteurs, surtout, ils se concentrent sur les monuments célèbres. Donc il est nécessaire de restaurer d'autres monuments afin d'alléger le poids sur ces monuments limités qui existent maintenant. Deuxièmement, il faut payer l'attention aux impacts de développement et de tourisme sur les monuments. Donc, il faudrait maintenir un équilibre entre la conservation et le développement.
Mais les temples ne sont pas la seule richesse du parc. C'est un espace naturel où rivières et forêts composent des paysages d'une grande beauté rustique. C'est aussi un lieu de vie rythmé par des gestes et des rites séculaires, un sanctuaire de premier plan pour tous les Cambodgiens. Cet immense espace patrimonial et vivant, unique au monde, il faut le préserver et le développer dans sa globalité. Ce à quoi s'attache l'autorité Apsara avec le CIC. L'enjeu est de concilier l'accroissement du tourisme, indispensable à l'économie du Cambodge, avec la préservation de l'environnement du parc, tout en s'assurant que ses habitants en tirent aussi un bénéfice légitime. Il y a des problèmes environnementaux, de gestion de l'eau par exemple, de gestion des déchets qui sont inhérentes au flux, c'est un flux massif. Il y a un problème aussi de critères sociaux, de répartition sociale. C'est-à-dire que lorsque l'on a un afflux massif d'une population touristique sur un territoire qui est quand même un territoire réduit, bien évidemment, ça engendre un phénomène de déstructuration, de surconsommation, de changement des habitudes de la population, surtout, bien évidemment, lorsque ce phénomène se passe en une durée très rapide. De multiples initiatives s'inscrivant dans cette stratégie de développement durable du parc d'Angkor et de la ressource touristique ont été entreprises. Les sites ont été aménagés afin de mieux accueillir les visiteurs et de leur donner une meilleure compréhension des lieux qu'ils découvrent. Pour réduire l'engorgement des temples vedettes et allonger la durée des séjours, la diversification des centres d'intérêt touristique dans le parc est une priorité. Et Siem Reap, la porte d'entrée des temples, s'est embellie pour participer à l'offre touristique. L'autorité Apsara veut aussi promouvoir un tourisme culturel qui fasse la part belle au patrimoine immatériel. Les sourires énigmatiques des sculptures de Bayonne, les bas-reliefs de Bantisrey et d'autres temples ne sont pas là par hasard. Ces chefs-d'œuvre sont des réalisations humaines et montrent la volonté certaine des rois d'Angkor de montrer leur grandeur aux futures générations. Aujourd'hui, le patrimoine immatériel pour lequel ces temples ont été construits n'est plus tellement visible. Or, il est étroitement lié au patrimoine matériel et les traditions et coutumes, dont certaines datent du temps d'Angkor, sont encore pratiquées dans le village du parc archéologique. Et le travail effectué par les recherches effectuées par les équipes d'Apsara doivent être aujourd'hui montrées au public. Sur le plan environnemental, la gestion des ressources hydrauliques a fait l'objet d'une attention particulière. La nappe phréatique sous le parc est fortement sollicitée pour alimenter Siem Reap et ses centaines de chambres d'hôtel. Mais le maintien de son niveau est indispensable pour la stabilité des temples. Ainsi, d'importants travaux ont été menés ou sont en cours pour assurer le remplissage des douves des principaux temples, en tout premier lieu Angkor Wat. Et le Bahraï Nord, à sec depuis 500 ans, a été remis en eau. Une opération bénéfique pour les temples, mais aussi pour les paysans. Dans ce projet-là, on voulait créer le modèle de partager l'eau entre la population locale et le temple. Donc ça veut dire qu'on va donner aux populations locales comment on peut utiliser l'eau pour eux-mêmes et pour les temples d'Angkor, sans perturber, sans créer de problèmes lors à l'eau.
Quant à l'association des populations locales au développement du parc, elle passe par de nombreuses initiatives, dont l'appui apporté par l'autorité Apsara aux communautés villageoises vivant auprès des temples pour qu'elles profitent au mieux de l'essor touristique. Même si le tourisme ne profite pas de la même manière à tout le monde, Rin est certain d'une chose. Dans son entourage, le niveau de vie s'est amélioré. Vingt années ont passé depuis l'inscription du parc sur la liste du patrimoine mondial. Encore et maintenant sauvé. Pour autant, la coopération entre le Cambodge et ses partenaires internationaux autour de l'héritage angkorien ne s'arrête pas là. Oui, tout d'abord, il faut stabiliser les acquis issus de la coopération par un transfert technologique de qualité et renforcer la formation des jeunes cadres de l'autorité nationale Apsara. Depuis quelques années, la coopération n'est plus uniquement une assistance technique et financière, mais beaucoup de projets sont bilatéraux où Apsara est maître d'ouvrage. Le Cambodge n'est plus un pays assisté, mais un pays partenaire. Les priorités de la coopération doivent s'orienter vers tous les projets de développement durable, impliquant les habitants locaux et permettant aussi la réduction de la pauvreté dans la zone d'Angkor Siem Reap, en conformité avec la politique du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et du gouvernement du Cambodge. Vestige d'un passé glorieux, les temples d'Angkor occupent aujourd'hui une place de premier plan dans le développement du Cambodge. Mais ils représentent bien davantage que la croissance économique qu'ils génèrent. Ils sont la preuve que le patrimoine, en nourrissant la mémoire des hommes, féconde leur avenir. Le patrimoine, c'est pas seulement de la pierre, c'est pas seulement ces statues que nous voyons ici, c'est pas seulement une beauté qu'on admire, c'est pas un monument que l'on visite, c'est avant tout une mémoire qu'on revisite. Et ça, c'est très important. Et je crois que c'est la leçon d'Angkor, c'est garder enfin l'espoir que l'avenir sera meilleur quand on a derrière soi et quand on a comme une sorte d'appui qu'est l'histoire, et une longue histoire. Chaque jour, Rin croise dans le parc d'Angkor des centaines de touristes qui ne voient en lui qu'un modeste vendeur. Mais, au fond de lui-même, Rin sait qu'il est d'abord le descendant des bâtisseurs d'Angkor, dont le génie a traversé les siècles et dont les réalisations émerveilleront encore longtemps l'humanité. Et cela, pour lui, est un bonheur qui n'a pas de prix.
Thank you.